Ta, ta, ta. On revient. Vraiment désolée. Je crois que c'est Pas de bon. soucis. Ça Attends arrive. juste une seconde. Comment dire le truc là Ah voilà. Tac. Et hop. Attends. Oui, non, si c'est bon. Lui, c'est bon pour toi? Hop là. Ça va, vous m'entendez? Ouais. Super. Ça enregistre, c'est bon. Je suis vraiment. Bon, on reprend dans le flow. Là, je vous ai coupé la parole de la pire des manières. Allez, je ferme mon micro et je vous laisse reprendre. Peut-être juste faire rapidement un tour, juste redire vos noms à chacun. Et puis on reprend, on parlait voilà, d'attirance, etc. On y va. Ça marche. Du coup, moi, c'est Lu. Et j'anime la réunion, on va dire ça comme ça, la table ronde. Virgule, femme trans, pronom elle/il. Albéric, pronom neutre, préférence li, accord alterné, j'ai 43 ans. Et voilà. Et Will McClink, pronom il, homme cis, pansexuel, participant et organisateur d'événements Sexpo et BDSM depuis 2019 à peu près. Et voilà. Très bien. Et donc, Et donc, Virgule, tu nous parlais en fait que quand même il y avait un bonus du fait Oui. en fait d'avoir été dans les ordres et de pouvoir justement accompagner notre communauté là-dedans. Je trouve ça trop cool. Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai, comme je disais, ouais, j'ai marié des personnes trans, des personnes queer, tout. J'ai baptisé l'enfant d'une personne non binaire, bon, qui en plus, voilà, il y avait des soucis de famille et tout ça, donc bon, bref, voilà. Et d'ailleurs, je sors avec le parrain maintenant. Et voilà, et donc oui, au cas où, sinon aussi, à côté, je suis également TDS, surtout dominant, principalement. incroyable. Ouais, je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça vraiment super de pouvoir venir comme ça accompagner des personnes queer dans ce genre de, enfin dans la foi qui est parfois un enjeu pour les personnes. Enfin, y rester, quoi, finalement, même y entrer, enfin, donc c'est fou. Mhm. Ok, je me souviens même plus la question que je vous avais posée au début. C'était, ah oui, quand est-ce que tu t'es rendu compte, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, j'avais une autre question pour vous. C'était à quel moment est-ce que vous avez compris que noir, ça voulait dire être différent? J'ai envie de commencer parce que je crois que ça a été un peu insidieux pour moi. Je crois que j'ai compris que j'étais différent et que je devais faire plus très tôt, puisque ma mère a ce que moi j'appelle jouer le jeu de la surintégration. Donc, bien m'avoir fait comprendre qu'il fallait qu'il va toujours faire plus, chose qu'on connaît bien. Et pour les gens qui écoutent, on est beaucoup pas seulement à ressentir, mais en fait on a été éduqués comme ça, de nous dire que on devait faire plus pour être estimé au moins à la même valeur, et dans les faits on fait plus pour être estimé moins. Donc c'est un peu une boucle dans laquelle on ne s'en sort pas. Et je pensais juste que c'était parce que j'étais spécial. Donc du coup, j'ai été un peu protégé de la question de la couleur pendant longtemps, avant de réaliser, je pense, milieu ou fin du collège, qu'en fait c'est ah mais c'est parce que je suis noir en fait. Ah, je pensais juste que peut-être parce que j'étais gros, ou peut-être que je m'amusais trop, je rigolais trop fort, ou peut-être que c'était d'autres choses. Non, non,
C'était après ça. Et comment c'est arrivé, je sais plus trop. J'avais connaissance que le racisme existait, mais je pensais que c'était des petits actes isolés par-ci par-là et que c'était pas énorme, quoi. Je me souviens d'une voisine quand on était chez des copains qui avaient balancé des insultes racistes me concernant moi, alors qu'on était un groupe de 8 copains à s'amuser, et c'était acharné sur moi, mais bon, je savais que les actes racistes existaient, mais je comprenais pas toute la dimension systémique du sujet quand j'ai été plus jeune. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est arrivé pour moi, comme je dis, mi-collège, fin collège, quelque chose comme ça. Ouais. Là, tu t'es rendu compte que c'était plus systémique, que c'était davantage systémique que ce que tu avais envisagé jusque-là. J'ai compris qu'en fait, j'avais pas le terme systémique à l'époque, mais j'ai compris en fait que le sujet d'être noir pouvait agir négativement sur moi de différentes manières et pas simplement dans une insulte, pas simplement dans une insulte de quelqu'un qui dit sale noir ou les noirs puent quoi. Euh, j'ai compris que ça existait dans plein d'autres choses. Et en fait, plus le temps avançait, plus j'ai découvert des nouveaux panels que ça quoi. Le côté sexualisant des noirs, je l'ai découvert au lycée. C'est quelque chose qui existait pas avant quoi. Euh, le ouais, je pourrais parler de plein de choses un peu après, mais je vais laisser la parole à d'autres. Alors juste peut-être on peut définir le terme systémique, enfin je sais pas. Pour moi, je le définirais comme quelque chose qui est central dans un système et pas périphérique. Donc quand on parle d'oppression systémique, c'est une oppression qui va venir taper sur une minorité à plusieurs endroits de la société dans laquelle cette minorité évolue. Je ne sais pas si ça vous convient comme définition. Enfin, et virgule, j'ai senti que tu réagissais quand, quand Will a parlé de la sexualisation des personnes. Ah oui, j'y viens. Avant, je voulais dire pour l'âge, bah moi en fait c'est assez rigolo parce qu'effectivement comme je suis adopté par des parents blancs, en fait pendant pas mal de temps, j'avais pas, je me rendais même, je me rendais même pas vraiment compte que j'étais noir quoi. Genre dans ma tête, j'avais vraiment, enfin presque, enfin je le savais, hein, je me voyais bien dans la glace, mais je veux dire, j'avais presque l'impression d'être blanche au point que je me souviens d'un jour où à l'école, j'avais une gommette couleur saumon ou un truc dans le genre qui est tombée sur ma chaussette et j'ai cru que j'avais un trou dans ma chaussette. En, en mode genre comme si voilà c'était ma peau blanche qui était dessous, genre complètement con. Mais ouais, et ouais à peu près comme Will je dirais, ouais milieu fin collège, où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que c'était pas que juste des fois des blagues ou des trucs voilà de gamins, qui avaient quand même un truc qui faisait que j'étais, enfin, bah déjà que, en fait, des fois, c'était même positif. C'est-à-dire que comme j'étais une vraiment genre première de la classe quasiment toute ma scolarité, euh, bah, en fait, quasiment les gens trouvaient ça extraordinaire, quoi. Vraiment, waouh, oh, extraordinaire cette personne. Et genre, oh là là, elle parle très bien français, quoi. Genre, écrit très bien en français et tout, parce qu'en plus, ouais, je suis littéraire et tout, donc voilà, quoi, tout ce qui était la langue et tout, genre, waouh, c'est genre les copines de maman ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, oh, elle est polie. Oh, et puis c'est genre, ah, bref, genre limite, tu sais, à féliciter mes parents en mode parce qu'ils m'avaient bien civilisé, tu vois. Et puis ouais, au niveau de la sexualisation, bah ça, bon, je l'ai connu effectivement dans ma, on va dire ma prime jeunesse, littéralement dans le sens la première jeunesse, puisque en gros après j'ai fait tout le passage chez les curés et ensuite j'ai eu une deuxième jeunesse. Donc même ouais, dans ma première jeunesse, voilà, en l'occurrence j'étais censé être un mec. Et ouais, ben oui, il y a ce côté très fétichisant, ouais, sexualisant, tout ça.
Et puis bah maintenant, en tant que meuf trans TDS, oui, bah ça, il y a double fétichisation, festival. Donc évidemment, c'est le côté ça utilise des super termes genre panthère et compagnie là, pour dire surtout qu'en tant que domina, bah voilà, c'est genre je veux que je veux rugir sous tes griffes, tu vois, des trucs comme ça. Festival. Et puis comme en tant que meuf trans en plus bon, souvent ils sont pas très bien au courant de comment fonctionnent les hormones. Donc du coup, les gars, ils ont tellement vu trop de porno que ils sont là, ouais et tout, genre s'attendent à un braquemar comme ça. T'es là genre non, mais c'est fini, ça, c'était autrefois, ça. Ça, voilà, cette époque est révolue. Aimez-vous les caramels mous. Mais aussi pour la fétichisation, il y avait aussi, enfin pas la fétichisation, pas au niveau sexuel du coup, mais au niveau sportif, parce que moi j'ai toujours été une grosse brêle en sport. Et le truc c'est que comme je suis XXY en fait, ma puberté elle a été chelou. Bon déjà j'avais une micro poitrine etc que je cachais dans les vestiaires, tout ça. Mais par contre c'est vrai que j'ai grandi d'un coup beaucoup. Et ça c'est typique voilà de quand t'es XXY d'avoir du coup une grosse poussée au niveau de la taille, mais sans la masse musculaire et sans la masse osseuse pour aller avec. Donc tu te fais des entorses tout le temps, c'est affreux. Et par contre, le truc c'est que comme j'étais première de la classe et que j'étais un grand noir, les profs de sport étaient persuadés que j'y mettais juste de la mauvaise volonté, quoi. C'était dire non, c'est pas possible. T'es grand, t'es noir, c'est bon là. T'es censé être bon en sport, c'est tout quoi. Donc et puis du coup, comme en plus j'étais bonne dans les matières académiques classiques, c'était en mode genre ah oui d'accord, donc c'est l'intello qui méprise notre matière de PS et tout machin. Genre non, je suis juste naze. Fous-moi la paix. J'ai le droit. Laisse-moi être nul en sport. Ah ouais, donc on te refusait ton droit à la médiocrité, quoi. Alors même Ah bah non, ça, forcément je faisais exprès. terrible. Et Albéric, est-ce que tu as envie de répondre aussi à cette question à ton tour? Ouais. Euh, c'est intéressant parce que c'est à la fois les mêmes phases et à la fois différents. Étant né dans un département, une région ou un pays à majorité noire, enfin, avec une grosse mixité, mais quand même majorité noire. Donc, la Guyane, je redis pour ceux qui étaient, enfin pour l'enregistrement et tout La ça. Guyane, tout à fait. En Guyane. La Guyane, qui est un département et une région d'outre-mer située en Amérique du Sud, et qui n'est donc pas une île, pour les gens qui pourraient se poser la question. Et donc, du coup, je pense que la première fois, du coup, c'est plus basé sur la structure du racisme. Alors, je peux le dire avec ces mots aujourd'hui, mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Hein. C'est la structure du racisme qu'on retrouve dans les drames, donc notamment via le colorisme. Parce que bon, là, ça se voit pas. Je suis dark skin et probablement bien plus dark skin en Guyane qu'ici encore. Donc du coup, moi, mes premières expériences finalement, elles sont à deux niveaux différents. C'est à la fois au niveau de la représentation à la télé, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une différence, parce que la télé à l'époque, hein, c'était ce qui arrivait de métropole, hein, donc on voit très vite que ce qu'on voit dans notre voisinage, dans notre vie, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Sur plein de choses, hein, que ce soit la couleur de peau, mais aussi la culture, enfin, sur tout, quasiment. Et par ailleurs, cette structure de hiérarchisation liée à la couleur de peau, c'est-à-dire que concrètement, dans les Drom, en tout cas notamment en Guyane, il y a eu et il y a encore, je pense que ça a bougé, mais c'est quand même très présent, une hiérarchisation liée à la couleur de la peau, du plus foncé vers le plus clair, avec des noms bien spécifiques en fonction du type de peau, du type de cheveux, etc., du type de métissage.
Voilà. À mon époque, le top du top, c'était d'être ce qu'on appelle un bata chinois, c'est-à-dire être clair de peau, les yeux un peu en amande parce qu'on est de la famille qui vient du sud-est asiatique, les cheveux ondulés, enfin, voilà, ce genre de choses-là. Et clairement, le fait d'être très noir de peau était clairement pas quelque chose de valorisé à cette époque-là. Donc ça a été, je pense, ma première rencontre, mes premières rencontres avec la race. Mais ce sont des rencontres, je pense, qui n'ont quand même rien à voir avec le moment où je suis arrivé ici, clairement, où là, j'ai vécu la race d'un point de vue structurel, hein, d'un point de vue structurel dans la vie, c'est-à-dire finalement, je ressentais pas la race sur ce qui m'était ouvert ou pas quand j'étais en Guyane. C'était, ou en tout cas pas autant. C'était pas quelque chose de fondamental sur est-ce que je pourrais faire des études ou pas, est-ce que je pourrais avoir un logement ou pas, est-ce que, etc., etc. Et là, en arrivant ici, j'ai violemment pris conscience que ça avait un impact sur tout ça. Au travers de ce que j'ai pu observer et au travers d'expériences sur des différents sujets, voilà, donc je pense que c'est à ce moment-là, c'est en arrivant ici que j'ai plus pris conscience de ce que race voulait dire d'un point de vue systémique et structurel, en fait. Pas uniquement au niveau interpersonnel. Voilà, c'était à ce moment-là que ça a pris sens pour moi. Et de plus en plus. Voilà. Ok, alors je vois une question dans la discussion publique que je vous poserai juste après, mais avant, je voulais juste revenir sur le terme dark skin, donc qui est le terme pour dire noir foncé de peau, quoi. Donc pour les personnes qui ne savent pas ça, qu'il y a aussi un colorisme, un rapport au colorisme qui est très ancré chez les personnes noires et métisses. Donc on a le light skin, donc qui serait peut-être Albéric, ce dont tu parlais comme voilà, le plus beau physique en Guyane, quoi. Mais en tout cas, une peau claire et des cheveux pas trop afro quand même, quoi. Genre, faut pas pousser non plus et tout. Et donc, qui fait un spectre, en fait, jusqu'au dark skin, qui est vraiment une personne très, très noire, en fait, avec peut-être des cheveux avec des boucles vraiment très, très serrées, où on ne peut pas les définir comme on voit sur TikTok ou dans les pubs garnies, quoi. Voilà. Et Ouais, juste pour préciser qu'il y a la spécificité qu'on retrouve, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais c'est vrai qu'ici on parle beaucoup dark skin, light skin. Et c'est pour dire qu'aux Outre-mer, je ne sais pas ailleurs, hein, mais aux Outre-mer, on a vraiment tout le champ lexical pour chaque niveau. Hein. Voilà, les Chabins, les Métis, les Bata ceci, Bata cela, les Carterons, etc., etc., etc. On peut identifier très précisément le métissage, la couleur de peau de chaque personne avec le langage. Ouais, je ne sais pas si c'est le cas ici, en fait, d'ailleurs. Je me suis jamais posé la question. Will, virgule, est-ce que vous voulez répondre à la question d'Albéric? Non, moi j'ai moins vu ce sujet avec autant de nuances, en tout cas en métropole. Je sais qu'il existe un peu, mais pas. Enfin, moi je l'ai peu perçu. Ok. Pareil. Ok. Moi non plus, j'ai pas eu trop ce rapport-là. Et donc, une question pour toi, virgule, plus précisément. Comment le fait d'être intersexe interagit avec le fait d'être transgenre pour toi? Alors déjà, il faut savoir que j'ai appris que j'étais intersexe très tardivement. C'est-à-dire que j'avais eu une puberté un peu chelou, mais bon,
ça avait pas spécialement alerté les médecins. Enfin, faut dire aussi que bon, ma médecin traitante de l'époque, c'était une amie de la famille depuis des années. Elle était très très vieille. Bon, bref. Et puis bon, en plus, comme elle me connaissait depuis toute petite, j'avais pas spécialement envie de lui parler de mes trucs, voilà, genre de la puberté, des trucs comme ça. Donc bon, voilà. Du coup, ça n'a pas du tout eu d'alerte là-dessus. Moi, j'étais juste un petit peu en mode genre, mes petits seins qui sont, voilà, que je cache dans les vestiaires et tout. Mais c'est vrai que, cependant, j'avais un corps qui était un petit peu efféminé et tout ça, mais ça me déplaisait pas. C'est juste que je voulais pas que les autres se moquent de moi, mais ça me déplaisait pas à moi spécialement. Du coup, on va dire, c'est vrai que la transidentité, c'est quelque chose qui est venu progressivement, c'est pas venu progressivement le fait de me sentir fille, femme, c'est le fait d'accepter que je pouvais l'être vraiment, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que finalement, c'est quand quand j'ai été prêtre que finalement ça s'est débloqué et que pendant le confinement, j'ai fait ah ouais, finalement, ouais. Euh, En fait, quand je me suis rendu compte qu'il fallait enfin, que c'était un peu nécessaire que je parte du clergé parce que, en fait, j'avais fait tout bien comme il fallait et j'avais les conditions exactes, parfaites de ce que je voulais quand je suis rentré au séminaire. Et pourtant, ça allait pas. Donc j'ai dit, c'est pas qu'il y a un souci par rapport aux conditions d'exercice de la prêtrise ou de ci ou de ça, de la religion, quoi que ce soit, c'est qu'il y a un souci qui fait que je peux pas rester là, et voilà. Donc à ce moment-là, je suis parti. J'avais à peu près 30 ans à ce moment-là, hein. J'ai 35 ans maintenant. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur comment on fait pour transitionner tout ça, voilà, au niveau, bon, déjà au niveau social, au niveau administratif, au niveau médical, tout ça. Et donc, au niveau médical, je suis allé voir, je suis allé voir un psy, mais ensuite je suis allé voir un endocrinologue. Et du coup, histoire de commencer les hormones, avant, on fait des tests, normal. Et du coup, il regarde mes résultats, le gars, il fait ah ouais, vous avez quand même pas beaucoup de testo, et quand même beaucoup de stro. D'accord. Et puis j'étais là, oui, c'est vrai qu'en plus, bon, voilà, ouais. Il me fait, on peut parler de votre puberté un peu? Du coup, je lui ai expliqué pas mal de trucs et tout. Et il fait, je crois que je vais vous prescrire un cariotype. Et du coup, on a fait un cariotype et le cariotype est revenu en mode XXY. Donc effectivement, pour répondre un peu à la question, c'est pas du tout le fait d'être intersexe qui m'a fait me poser des questions sur mon genre, c'est que vraiment j'avais déjà voilà cette conscience d'être une femme avant de savoir que j'étais intersexe. Et c'est vrai que après, le fait d'être intersexe, c'est pas quelque chose enfin voilà, c'est quelque chose qui est totalement séparé. C'est pas du tout. Ça n'a pas été genre une confirmation en me disant ah du coup c'est normal, je suis comme ça parce que je suis intersexe. C'était plutôt ah, je comprends mieux le rapport que j'avais à mon corps et du coup et puis du coup j'étais là du coup en fait finalement c'est bien, j'ai de l'avance, voilà, hein, c'est bien. Et puis comme ça les hormones voilà, elles ont pu avoir de quoi bosser, donc voilà, hein. Et puis attends, je vais dire autre chose. Ah oui, voilà, oui, que d'ailleurs la plupart des personnes qui ont donc le syndrome de Klinefelter, donc les chromosomes sexuels XXY, ah oui, toutes les personnes qui sont XXY sont nécessairement, sont généralement voilà, nées avec un pénis et donc généralement assignées garçon à la naissance. Mais en fait, la majorité de ces personnes-là
font plutôt l'inverse, c'est-à-dire vont prendre de la testo pour voilà, affirmer leur genre masculin. Hein. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que ça se passe. Il y en a aussi évidemment comme moi qui, après, voilà, ont aussi, soit avant, soit après l'avoir su, font une transition voilà, vers au niveau du genre féminin, mais c'est pas du tout la majorité. Et d'ailleurs, c'est un argument que je donne assez régulièrement pour les gens qui cassent les pieds avec les histoires d'hormones pour les ados, de bloqueurs de puberté, de ci, de ça. Alors, si j'avais su quand j'étais au collège ou au lycée que j'étais intersexe et que donc j'avais une puberté qui développait des caractéristiques féminines, aucun médecin aurait cassé les couilles. Hein. Ils auraient tous été là, ah bah pas de souci, bloqueur de puberté, et puis même éventuellement testo, et voilà, parce que là on réaffirme ton genre de naissance, donc ça c'est bien, ça on peut, il faut. Ça là, il n'y a pas de problème de c'est dangereux, c'est pas testé, c'est ci, c'est ça. Non, 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 là on veut bien, il n'y a pas de souci. Même si j'avais voulu faire une mamec plus tard, pas de souci. Hein. Mais par contre, quand c'est trans, c'est ah ben non, mais on sait pas, on n'a pas assez de recul. Ce genre de choses. Voilà. Ouais, donc on voit bien forcément le caractère politique aussi des opérations ou de l'accompagnement de la transition chez les personnes trans. Et du coup, on a la question de Maramka qui nous dit « Militant moi-même dans des milieux militants parisiens majoritairement blancs et cis, quel est votre positionnement par rapport à un entre-soin dans nos luttes au regard de la droitisation de nos sociétés ?» Donc là, je pense qu'on va pouvoir reparler de la question de la transidentité et de nos communautés. L'entre-soi noir devrait-il être une nécessité pour l'interrogation ou un choix pour l'interrogation? Je peux me lancer ça. Ouais. Je pense que j'ai sur le sujet, la seule fois que je me suis posé la question de la nécessité de l'entre-soi, c'était la première fois que je l'ai rencontré. Et puis après, je ne me suis plus jamais reposé la question. C'était il y a longtemps. C'était il y a vraiment un petit moment. Disons que l'expérience de vie, en plus de l'aspect théorique, c'est-à-dire l'expérience de vie fait que je pense que c'est essentiel en fait. C'est essentiel d'avoir des lieux d'entre-soi. Mais en fait, les lieux d'entre-soi, c'est essentiel à la fois pour nos santé mentales et à la fois pour nos développements politiques et stratégiques, en fait. Après, j'ai une vision qui est très radicalement de la marge vers le centre. Donc, j'estime que les lieux d'entre-soi, entre guillemets, sont plus ils sont vers la marge, en plus, plus ils doivent être valorisés en termes de réflexion stratégique, en fait. Parce que malheureusement, je pense qu'on a tous, en tout cas, on est nombreux à l'avoir expérimenté quand on a été militante. D'une part, même avec les meilleures intentions du monde, quand certaines mixités sont présentes, ça bloque certaines paroles. Et c'est vraiment c'est frappant de le voir, c'est-à-dire c'est pas vrai pour tout le monde, mais par contre c'est vrai pour tous les événements que j'ai pu voir avec les deux types de mixité. Ça bloque certaines paroles, certains gestes, certaines manières de se tenir, certaines manières de faire. Parfois, je pense que c'est même pas conscient. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre à avoir appris à code switcher en fonction de qui est présent. Et deuxièmement, il y a quand même plein de fois où ça se passe pas très bien aussi. C'est-à-dire que même avec les meilleures intentions du monde, il y a cette problématique de personnes qui ne sont pas suffisamment renseignées et pas suffisamment intéressées. Et plus globalement, je vois aussi une différence majeure, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui moi me fait rager particulièrement, en fait, là, c'est pas qu'une question de noir, par exemple, là, c'est vraiment des intersections particulières qui finissent par créer ça. C'est que chez moi, par exemple, il y a depuis plusieurs années un sentiment d'urgence absolue par rapport à la situation politique, en fait.
ça date pas de 2022, mais ça date de bien avant. Mais si ça date de bien avant, c'est parce que je me sens concerné et que le fait de me sentir concerné par beaucoup de choses fait que je suis concerné par même des choses qui ne me concernent pas au final. Et en fait, quand on n'est pas suffisamment, j'ai l'impression, à certaines intersections, ça passera un jour. Ah, ça va passer. Oh, c'est pas moi que ça concerne. Voilà. Moi, ce qui m'enrage actuellement, c'est de voir beaucoup de gens se prétendre de gauche, se prétendre féministes, se prétendre ce qu'ils veulent. Enfin, et en fait, ne pas avoir des actes très concrets qui vont derrière. Et ça, c'est très violent aussi quand on n'a pas de mixité qui permette à un moment de dire, en fait, nous, on n'a pas le choix. Euh, voilà. Nous, on n'a pas le choix. C'est nos vies qui sont en jeu, en fait. Donc, voilà. Donc, oui, politiquement, pour moi, ça a beaucoup de sens. Après, et c'est le dernier point, après, je vais laisser la parole. Pour moi, j'envisage les approches de non-mixité, non pas, je ne suis pas spécialement grand fan on va dire, de la vision politique alliée, pas alliée, etc. Moi, je suis plus sur une logique de partenariat pragmatique et de ce qui se fait concrètement par les gens. Donc, en soi, ce sont, à mon sens, des passages nécessaires et essentiels pour lutter, avancer et se soigner. Mais ce ne sont pas des fins en soi, clairement. J'ai aussi besoin d'avoir accès à d'autres personnes que les personnes de nos communautés, en fait. Voilà, c'est mon positionnement sur le sujet. Qu'est-ce que tu entends par de la marche vers le centre? De la marche vers le centre, c'est par exemple, je pense que pour rester dans notre thème, par exemple, être noir, c'est un sujet, mais être noir, trans, TDS, ça en est vraiment un autre. On n'est pas sur les mêmes problématiques, quoi. Et ainsi de suite. Et ça veut dire que quand une personne noire va penser la question des luttes, va penser la question de l'urgence, c'est pas tout à fait pareil quand on se trouve à l'extrême, au bout extrême, c'est-à-dire au bout où concrètement tout le monde veut vous tuer, en fait. Tout le monde veut vous faire disparaître, tout le monde veut vous éliminer. J'ai conscience que, et c'est à la fois une question d'identité, ce qu'on est, et aussi une question de ce qui est perçu. Moi, j'ai conscience d'être perçu comme un homme cis noir. Donc, j'ai conscience de ne pas avoir les mêmes problématiques qu'une personne perçue comme une femme cis noire ou comme une femme trans cis noire, etc. Enfin, une femme trans noire, etc. Donc, et j'estime que vraiment, en gros, plus on se retrouve à ces endroits-là, plus on a une vision qui nous permet de ne pas oublier des choses, en fait. Parce qu'il se trouve que une femme trans noire TDS pensera à des trucs auxquels je ne penserai pas. Ça va de soi. Et que si c'est moi uniquement qui pense les questions de lutte, je risque d'oublier des choses qui la concernent. Et si c'est une meuf blanche queer qui pense les questions de lutte, et on le voit tous les jours, il s'oublie des trucs vénères qui nous concernent. Donc, etc., etc. D'où la marge au centre, c'est-à-dire que je considère que quand Virgule parle, je vais vraiment fermer ma gueule et je vais écouter. Voilà. Moi, c'est vrai que des fois, en fait, ce qui a tendance à me crisper beaucoup, c'est quand il y a. Alors, ça rejoint aussi, ah oui, ça rejoint la question de la non-mixité, mais c'est aussi par rapport vraiment à la façon d'appréhender les luttes où il y a des oppositions comme si c'était. Enfin, je sais pas, comme si c'était incompatible. Des gens qui sont là, oui, oui machin, mais il faut bien prendre en compte voilà, les luttes des personnes noires et puis voilà, les luttes des personnes trans et genre, on existe aussi les deux. Hein, genre, on a le droit d'être les deux, c'est possible, possible et tout. Parce que c'est vrai que des fois, il y a tellement une vision très très blanche de la transidentité, surtout
surtout transféminine en fait, où vraiment il y a, des fois c'est peut-être à cause un petit peu du côté un peu, enfin je sais pas, dolls, e-girl, des trucs comme ça qui fait que il y a une espèce d'image ouais de la meuf trans. Ouais, oui, c'est ça, un peu, tu sais, genre, super pâle, geekette, voilà, euh, et soit hyper femme, soit un peu style alt et tout. Euh, mais ouais, c'est vrai que les meufs trans noires, c'est vrai que généralement, dans l'imaginaire collectif, oui, voilà, j'allais dire que voilà, bon, bref, dans l'imaginaire collectif, on a tendance à être dans la catégorie TDS. Alors oui, je suis TDS, mais c'est pas une raison pour dire qu'on est toutes nécessairement TDS. Et j'étais pas TDS à la base. Voilà. J'ai pas transitionné en me disant, hey, je vais être TDS. C'est après. C'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. J'ai transitionné parce que je me suis rendu compte que être une meuf trans, ça voulait pas forcément dire être TDS. Après, j'ai fini par être TDS parce que je me suis rendu compte que finalement, être TDS, c'était pas la fin du monde. Mais c'est vrai que on a tendance à pas vraiment nous compter comme, on va dire, on nous compte comme victime, mais pas vraiment comme actrice politique, on va dire. On apparaît comme, voilà, presque comme des statistiques, quoi. Parce que c'est vrai que oui, effectivement, hein, au mois de novembre, il y a le Tidor, qui est donc le jour du souvenir trans, où donc notamment on compte les personnes mortes de transphobie chaque année. Et les femmes trans noires TDS font largement la majorité. Voilà, largement. Donc bon, beaucoup aux États-Unis et en Amérique du Sud, tout ça, mais voilà. Mais du coup, voilà, on apparaît plus comme des personnes dont on va parler, plutôt que des personnes avec qui on va parler, quoi. Et du coup, des fois, c'est un peu nécessaire de se réunir. Effectivement, alors, euh, si on voulait vraiment avoir l'intersection meuf trans, noire, TDS, on serait pas non plus de 10 000, mais au moins, des fois, avoir au moins une intersection de deux choses, tu vois, de deux problématiques. Genre, au moins, pouvoir avoir des réunions de meufs trans noires ou de meufs noires TDS, ou, voilà, c'est autre chose. Au moins qu'on puisse parler de certains problèmes sous l'angle de l'intersection et pas de séparer voilà les choses, les différentes problématiques et les différentes luttes sectionnées comme si elles se rencontraient jamais à part de manière marginale, etc. Alors que finalement il y a quand même on est quand même quelques-uns quand même à réunir un certain nombre de caractéristiques. Je sais plus trop où c'était la question. Mais je pense que tu y as répondu, mais la question c'était l'entre-soi noir devrait-il être une nécessité, un choix? Ah oui, d'accord. Et oui, est-ce que toi tu as un avis ou est-ce que tu as envie de prendre la parole sur cette question? Là, ton micro est coupé. Ouais, je l'ai repris. Non, je voulais pas ajouter, j'avais pas envie d'ajouter de choses là-dessus parce que je suis Ok, d'accord avec tout ce qui a été dit. Et ce que j'avais envie de dire a déjà été dit. Je pense que j'ai pas besoin d'ajouter quelque chose parfait. là-dessus. Très bien. Du coup, merci Maram pour ta question. Et avant de poser la question d'Oriane, qui est très intéressante, je vais poser la question de Loulou parce que je trouve qu'elle va bien avec ce qui est en train d'être dit. Donc, en tant que femme trans, je remarque que trans et bi, ça me fait une double peine d'hypersexualisation. Est-ce que vous ressentez une dynamique similaire vis-à-vis de l'hypersexualisation des bi et l'hypersexualisation des noirs? Et je trouve que ça va bien parce que tout à l'heure aussi, on parlait de la fétichisation de l'homme noir et également de la sexualité entre hommes. Donc, il y a pas mal de choses qui se mélangent là-dedans. Je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole sur ce sujet. Moi, j'ai bien envie de commencer sur l'aspect, en fait, l'hypersexualisation des personnes noires. Sur la dynamique bi, je sais que je l'ai peu vécu, je pense. Je pense que
je vais pas dire pas assez, mais dans le sens, je trouve qu'on visualise pas assez, enfin, on ne perçoit pas assez l'aspect où je suis une personne bi et pan, et en même temps, il y a aussi très peu d'espace qui existe pour exprimer cette dimension-là, puisque, et je pense que j'y reviendrai plus tard, mais en fait, les milieux sexpo et kinky, même s'ils s'ouvrent à toutes les sexualités, majoritairement, on trouve quand même une espèce de sexualité hétéro-fluide. Et donc l'homosexualité, par exemple, entre hommes, est euh, pas suffisamment présente à mon sens. Mais j'ai plus envie de parler de l'hypersexualisation des personnes noires, où, euh, où j'ai ressenti ça, moi, dans certains moments où on me séduisait, où on voulait me séduire, avec des approches ou avec des commentaires qui étaient racistes. Je peux dire, pas dans le sens méchamment raciste, mais dans le sens tu m'attires parce que t'as l'air d'une belle bête. Enfin, on m'a encore ressorti, enfin, ce week-end, on m'a ressorti le bonbon au chocolat, tu vois, qui arrive si souvent. Et, Waouh! d'accord, c'était pas dans mon milieu cette fois. C'est déjà arrivé aussi dans nos milieux. Ça arrive moins souvent parce qu'il y a l'éducation qui se fait. Mais moi, en fait, j'ai aussi envie de parler du fait de comment ça a été un rôle dans lequel j'avais l'impression que je devais rentrer aussi pour pouvoir séduire, quoi. Euh, et ça, je me rappelle que c'était quand même l'époque du collège ou l'époque du lycée, où de ce que je voyais dans les médias, de ce que je voyais dans comment les gens racontaient leurs relations, ou comment racontaient les gens qui les intéressaient ou avec qui ils flirtaient exactement dans le lycée, je me dis putain, je dois performer mon côté noir pour gagner des points, pour pouvoir sortir avec des gens, parce que sinon, ben, sinon j'existe pas. Sinon je suis pas intéressant, sinon je suis pas pertinent, y a rien, quoi. Et et ça venait vraiment, bah, du coup je vais dire de l'extérieur, mais en fait du monde entier, hein. C'est pas du monde tel qu'il était fait, c'est des choses qui étaient très très présentes. Et et ça a été, enfin c'est encore pas mal le cas, je vois. Ça a été un peu lourd et long à déconstruire pour moi. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'observe qu'en fait ces sujets sont toujours présents, quoi. Je laisse la parole. Pardon. Bon, je peux prendre, je pense, juste rapidement sur le sujet, l'hypersexualisation pan, bi, noir, trans, effectivement. Alors, c'est un master combo. Euh, Parce que soit c'est multiplié au sein pour une personne, ça multiplie les possibilités, mais ça multiplie les possibilités au sein d'une population aussi. Donc effectivement, il y a tout ce qui est attaché à ce que doit être, donc dans mon cas, je suis d'abord perçu comme un mec cis, donc c'est d'abord ça qui est perçu. Donc il va y avoir l'hypersexualisation liée à ça. Euh, ma puissance et mon énorme manga, et etc. Euh, ma sauvagerie et ma bonne humeur permanente. Euh, Ensuite va se jouer sur l'aspect bi. Là, effectivement, va se jouer une hypersexualisation qui est moins souvent dénoncée, mais qui est pourtant tout aussi courante, qui est une forme de fétichisme, fétichisation des sexualités perçues comme étant homosexuelles, donc le nombre euh, de personnes meufs, hein, cis, la plupart du temps, qui m'ont exprimé ce truc de oh, ce serait si chouette de te voir faire avec euh, un autre mec, etc., etc. C'est un truc qui arrive très couramment. Bon, là on parle d'hypersexualisation. Après, il y a aussi le rejet total hein, de la biphobie bien pure, bien sec. Ah non, moi, je pourrais jamais avec une personne bi, c'est too much. Bon, mais je pense que là, la plupart des gens qui sont ici connaissent ce sujet. Euh, et puis, et alors, moi, dans mon cas, il y a un truc un peu particulier qui est que très clairement, la plupart des personnes assument que je suis un mec cis, en fait. C'est
plutôt en finissant, en me connaissant, en me fréquentant, que je pense que ça devient quelque chose de réel pour ces personnes. Et, et là, ça peut devenir encore un autre axe, un peu plus une sorte d'axe mou, qui est, je deviens finalement, pour beaucoup, avant d'en arriver à ça, le mexis pas dangereux, puisque le mexis pas vraiment mexis, quoi. Donc du coup, le mexis qui a toutes les caractéristiques du noir, mais pas dangereux, puisque, puisque pas vraiment un mexis. Donc du coup, et ça passe donc souvent par des choses qui sont des projections pensées comme positives. Et il y a beaucoup de choses qui sont appropriées par des personnes noires d'ailleurs. Le fait d'être monté comme Jaja ou des trucs comme ça, c'est beaucoup de mecs noirs capitalisent dessus, qu'ils soient montés ou pas comme Jaja d'ailleurs. Euh, et, et ils n'ont pas peur de reproduire le truc. Après, je ne fais pas le procès de ces personnes-là pour le coup, mais ça fait partie du truc, je pense quand même. Pour l'hypersexualisation des personnes bi, je sais pas. J'ai pas entendu souvent des personnes bi utiliser ça comme un joker. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui revient souvent, hein, notamment chez des meufs cis, quoi. Le truc de ouh, tu es bisexuel, j'aimerais te voir. J'ai enfin la possibilité de faire un plan à 3 avec deux mecs. Bon, bref. Donc, il y a plein d'angles et effectivement, il y a un cumul. Donc voilà. C'est réel. Virgule, j'ai coupé ton micro, je suis désolée parce que ça faisait du bruit, mais est-ce que tu viens le rouvrir maintenant? Oui, je suis désolé, oui, je faisais des têtes un petit peu, voilà, parce que justement, j'étais en train de regarder des messages de clients pour voir les trucs les plus malaisants. Et ouais, il y a de quoi faire en matière de fétichisation. Alors, généralement, c'est pas tellement sur le côté bipant, parce que de toute façon, en fait, dans leur tête, en gros, je suis trans, donc en gros, j'imagine que dans leur tête, je suis juste une sorte d'homme travesti, donc PD, donc voilà. Ça, je sais pas, voilà, à peu près, je pense. Mais par contre, oui, à la fois le côté trans et le côté noir, alors là, j'ai quoi faire, hein. Là, il y avait l'autre qui voulait une grande blague à talons. Je voulais qu'il ait ma princesse du désert ou je sais pas quoi. Chose magnifique. Ah oui, c'est ça, j'adore les grandes blagues avec talons. Oui, magnifique. Il y en avait un aussi qui était très très beau là. Qui a fait quoi lui? Ah oui, c'est ça. J'apprécie l'inversion des rôles avec femme phallique pour me dominer soft mais fermement. On aime. Donc ouais, oui, bah oui, forcément. Enfin, alors évidemment, bon là c'est pour le TDS, mais même dans la vie de tous les jours, bon bah c'est vrai que quand je vais en bar ou en boîte ou machin, bah effectivement, c'est vrai qu'on part du principe que je suis sexuellement disponible. Hein, parce que meuf trans et noire, oui. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que tu fais là, sinon quoi? Forcément, t'as envie de pécho, c'est normal. Surtout en plus généralement, bon, bah, forcément, je m'habille pas forcément super sexy tout le temps, mais bon, généralement, quand je sors, je fais un petit effort, toi, mais du coup, ouais, donc directement, c'est. Alors, après, évidemment, il y a aussi tout simplement la bonne vieille misogynie de base, hein, le bon vieux sexisme, les trucs, juste, voilà, t'es une meuf, voilà. Parce qu'après, je sais que selon le cas, et surtout, bon, évidemment, dans un bar. Dans un bar ou une boîte, lumière tamisée, compagnie et tout, bon, bah, j'ai assez facilement un bon passing et tout, quoi. Donc, ça, et généralement, c'est pas forcément une question de trans, hein, c'est juste une question de meuf. Juste, voilà, c'est genre, tu te fous de la main aux fesses et des trucs comme ça directement, quoi. Et
pour pour ce qui est des personnes, parce que là je parlais plutôt des mecs cis, voilà. Euh, les alors ouais, dans les milieux plus on va dire progressistes, de gauche, voire queer, etc. Il peut y avoir des fois, enfin après je peux pas forcément le prouver, hein, mais il peut y avoir chez certaines personnes et notamment chez certaines meufs cis blanches, une espèce euh, recherche de bons points d'ouverture, on va dire. On va dire de prouver qu'elles sont ouvertes et qu'elles sont que voilà, ça pose pas de problème. Donc du coup, bah non, mais tu vois, tu sais, c'est limite, voilà, je vois pas les couleurs, tu vois. Donc c'est un peu, je vois pas les couleurs et je vois pas les genres non plus. Non, mais tu vois, non, mais c'est et du coup, t'as l'impression qu'elle se force un peu presque des fois, quoi, que qu'elles viennent chercher leur truc de leur petit diplôme de pouvoir dire ah oui, ah bah tu vois par exemple, ah bah moi je suis lesbienne et bah j'ai couché avec une meuf trans, hein. Donc tu vois, hein, même une meuf trans avec un zizi. Donc voilà, des fois t'as un peu l'impression que c'est presque un truc à cocher sur un bingo, quoi. Ouais, à la recherche des bons points, quoi. On Mmh. a soit une expérience de fétichisation, soit une expérience de fausse bienveillance artificielle. Mmh. Ouais, des Euh, fois quand tu parles de tes expériences spécifiques de personnes noires ou de personnes trans ou voilà, de personnes bipan, des fois, genre, ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive des fois, mais c'est souvent des personnes qui sont pourtant, voilà, normalement censées être à peu près quand même éduquées et je veux dire quand même aux questions de genre et qui vraiment sont là. Vraiment, non mais t'inquiète, moi je vois d'abord un être humain. Ouais, c'est cool, mais là je suis en train d'expliquer que c'est très bien, tant mieux. Mais là, je suis en train d'expliquer que par contre, je suis obligé de faire gaffe pour telle chose et telle chose et telle chose parce que j'ai telle ou telle problématique et tout. Et tant mieux si tu es ouverte et enfin, voilà, et que toi ça te change rien à ta vision des choses. Le reste du monde existe et donc voilà, il peut pas juste faire semblant que non. Ok, très bien. Bah, merci pour ta réponse. Et une autre question de la part d'Oriane cette fois-ci. Donc, comment ça se passe pour vous d'être noir dans les milieux sexpo kinky? Comment ça se passe pour vous trois d'être noir dans les milieux sexpo et kinky? Je vais répondre à celle-ci, puisque je pense que j'ai eu une révélation un peu il y a peut-être 2 ans, 2, 3 ans. Euh, J'étais très content d'arriver dans les milieux sexpo kinky, puisque bah, les milieux d'exploration sexuelle où je trouvais qu'il y avait une dimension politique forte. Je sais qu'il y a des gens qui venaient pour la consommation de la sexualité et bon, j'avais pas trop de problèmes avec ça, mais je vois aussi qu'il y avait d'autres gens qui étaient vraiment sur une posture politique, qui faisaient de l'éducation avancée sur plein de sujets et avaient disaient avoir conscience de l'intersectionnalité. Et moi, ça a été une claque assez violente de se rendre compte que le milieu sexpo kinky, encore aujourd'hui, bah, n'est pas si féministe que ça, dans le sens où je trouve qu'il manque énormément d'intersectionnalité dans ce concret. On va avoir une, une conscience sur le féminisme, c'est-à-dire les oppressions envers les femmes, puis il commence à avoir une conscience autour de la question du genre. Tout ce qui est à côté, l'accessibilité physique, l'accessibilité financière, elle est un peu là, mais l'accessibilité physique, elle n'est pas là. Et en fait, les questions d'antiracisme, elles sont quasi inexistantes. Elles existent quelquefois dans les lignes de certains cadres, mais dans la conscience et dans le fonctionnement
des organisateurs d'événements, moi, je la trouve totalement inexistante, ouais. Et je dirais même pas un peu, je dirais vraiment totalement inexistante. Au point que, moi, j'ai pu, être confronté à d'autres organisations qui n'avaient pas du tout conscience que leurs actions avaient une portée, pas simplement pas antiraciste, mais même raciste, en fait. Il y a vraiment cette dimension où, en fait, bon, c'est un cheminement et on essaye d'avancer tous ensemble. Et quand on leur fait remarquer que, bah, là, en fait, ton comportement, c'est des mécaniques systémiques, racistes qui se mettent en place, tu as peut-être pas conscience, mais je te le montre pour qu'ensemble on puisse voir, comment on essaye d'avancer au mieux. Et là, moi, je me suis retrouvé, face à un mur, et un mur que j'ai assimilé à, quand, une meuf dit à un mec que: «Bah, là, tu as un comportement sexiste». Et puis il dit: «Bah, non, en fait, moi, je suis pas comme ça, je suis quand même, un mec cool, je fais des trucs bien et tout ça». Ouais, mais en fait, là, ça n'a pas été. Et ce qui m'a blessé beaucoup, c'est pas simplement que la personne ait ce comportement-là, c'est de voir que derrière, elle ne mettait pas en place l'ouverture nécessaire pour dire: «OK, là, il y a une personne noire qui me parle, il faut peut-être que je comprenne qu'il y a quelque chose que je vois pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place derrière?» Et notamment, je suis organisateur d'événements. Comment je peux, hem, faire rentrer ça dans mes événements? Comment je peux faire évoluer mes événements pour dire qu'en fait, OK, j'essaye de faire rentrer. J'ai travaillé sur plein de points, d'accord? On peut pas travailler sur tout et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, quand tu as une organisation qui est en place depuis plus de 5 ans et qui est régulière, qui tient des trucs et qu'en fait cet angle mort existe toujours, bah, déjà tu as rien fait jusque-là pour changer les choses. OK? On te montre la chose et au lieu d'accueillir le propos et dire: «Attends, je vais pousser une réflexion, même si je suis en conflit avec toi, je vais pousser cette réflexion avec d'autres personnes et mettre des choses en place», bah, en fait non, on dit juste: «Non, non, moi je fais très bien et c'est pas le problème». Donc il y a eu ça et j'ai vu aussi d'autres moments où en fait, bah, typiquement, hem, c'est arrivé à moi, mais j'ai vu aussi ça auprès d'autres personnes noires. Hem, ce sujet qui existe autour du racisme la femme bourgeoise blanche qui va alerter face à un agresseur, homme noir. Enfin, pas forcément homme noir, un agresseur noir. Parce qu'en fait, si la femme noire va, heu poser sa limite, c'est une femme violente, c'est une sauvage et c'est plus la tigresse qu'on a au lit, c'est la sauvage. Tout comme le mec est le sauvage. Et en fait, à un moment, j'ai dit aussi à ces organisations, je dis: «Mais en fait, je vais parler d'un cas précis, mais vous connaissez cette femme, vous connaissez ces tendances, oppressives qui passent à peu près parce que c'est une femme. Je comprends que c'est difficile à déconstruire. Par contre, là, vous voyez un schéma d'une personne dont vous connaissez les mauvais comportements, qui fait un signalement contre une autre personne dont vous connaissez les comportements et vous connaissez la situation et pourtant vous continuez de prendre le parti, enfin, pourtant vous ne percevez pas la dimension raciste de ce signalement et vous, au lieu de ne pas agir, vous décidez d'agir de façon raciste, sous couvert de, ben, on est féministe, donc on protège les femmes. Et c'est là où je dis que c'est pas assez féministe parce que je pense que le féminisme, c'est aussi, protéger les minorités et il y a une intersectionnalité qui est nécessaire à faire avancer globalement tous ensemble notre combat. Et, et je trouve que malheureusement, encore aujourd'hui, notre milieu sexpo kinky, et je vais parler aussi de la Wilky Way que je dirige, qui je trouve à mon sens n'est pas encore suffisamment antiraciste. Elle l'est un peu plus parce qu'on fait des choses là-dedans, mais globalement, on n'est pas assez, on n'est pas au niveau, quoi. On n'est même pas encore au minimum. Et je trouve que c'est un problème, à la fois pour les organisateurs, mais à la fois pour les personnes qui naviguent dans les espaces, avoir ce manque de conscience dans l'action. Virgule, est-ce que tu veux prendre la parole? Ouais, j'essaie de réfléchir à ce que je voulais dire. Heu, ouais, effectivement, moi dans oui, c'est vrai que, il y a des choses, qui sont, assez, parfois, paradoxales, on va dire. Parce que des fois, j'ai l'impression, en particulier, voilà, dans tout ce qui est, kinky, BDSM et cetera, que parfois
as des personnes, en tout cas, qui se disent féministes, qui après vont te faire la leçon à toi sur le fait que certaines pratiques, par exemple BDSM, ont des racines racistes. Et tu es là genre, alors attends, calme-toi, hein. Parce que genre, ça va arriver en mode genre: «Ah non, mais tu peux pas utiliser des fouets et puis des chaînes et puis des machins, tu te rends compte quand même? Gna gna gna, c'est des trucs racistes». Et genre, que genre, wow, alors déjà, bon, voilà, c'est Déjà, de pas quel droit? oui, déjà de quel droit? Voilà, oui, voilà, oui, the audacity of the caucasity. Heu, voilà. Et puis tu es là genre, bah, heu, c'est pas ma faute si vous avez votre imaginaire. Puis bon, après, c'est pas non plus l'esclavage qui a inventé les chaînes et les fouets non plus, hein, mais bon, bref. Heu, mais enfin, je veux dire, la traite négrière, j'entends. Heu mais ouais, des fois, c'est terrible, ça vient t'expliquer aussi que, bah, évidemment aussi, bon, alors ça, après, ça, c'est encore une autre affaire, ça, c'est les abolos, les abolitionnistes par rapport au TDS, alors là, qui est généralement ce festival, parce que c'est généralement des meufs blanches bourgeoises qui sont là à t'expliquer que, genre, toi, parce que tu fais du TDS par choix, c'est toi la privilégiée, tu vois. Et genre, oui, non mais parce que en fait, vous vous rendez compte, vous faites la promotion de la prostitution, etc. Genre, alors non, non, on va pas faire du recrutement devant les lycées ou quoi que ce soit, non. Juste, on essaye de faire en sorte que ce soit safe, c'est tout, hein, voilà. Et que voilà, et qu'évidemment que les personnes qui souhaitent en sortir puissent en sortir dans les bonnes conditions, etc. Contrairement à vous, qui généralement avez tendance à dire que il faut mettre des conditions drastiques dans le sens, euh, c'est que on veut bien t'aider, mais alors à condition que tu sortes complètement de la prostitution et que tu refasses jamais quoi que ce soit de rien du tout, parce que sinon on t'enlève toute la thune. Hein. Alors attention, voilà. Donc bon, voilà. Et puis voilà quoi, c'est des personnes qui sont tellement déconnectées de la réalité, enfin voilà, du terrain, etc., que elles, en fait, elles partent avec des grands principes, genre voici, voilà, l'humanisme, les lumières, les machins, les trucs, et ont absolument et en plus, c'est super infantilisant, en fait. Il y a un côté super, bah, voilà, qui justement peut se retrouver. C'est pas forcément uniquement pour les personnes racisées d'ailleurs, hein, mais pour les TDS racisés en plus. Alors là, c'est vraiment genre, mais avec votre petite tête de, voilà, hein, un peu simple, hein, vous vous rendez pas compte, vous, des dynamiques qui sont en place et que donc vous perpétuez des dynamiques de pouvoir et de domination que ci que ça voilà. Mais nous, en fait, vous savez, comme nous on est éclairés, on va vous expliquer et vous sortir de cette ornière dans laquelle vous vous êtes placé et tout. Je me souviens, il y en avait une à Montpellier qui avait fait une conférence chez Oser le féminisme. On s'était pointé avec des collègues pour la faire chier parce que la meuf était une grosse terf swerf de merde. Enfin bon. Donc voilà. La meuf, elle écrivait des chansons transphobes. Hein. Ah oui, alors TERF, donc transsexusionary radical féministe, donc techniquement féministe radical excluant les personnes trans. Et SWERF, c'est la même chose, mais avec sex worker, donc travailleuse du sexe. Voilà. Et non, la meuf écrivait des chansons transphobes sur YouTube, on peut encore les trouver. Hein. Et du coup, la meuf, elle nous a quand même dit, non, mais en fait, vous êtes tellement dans dans ce monde-là que en fait, votre cerveau produit du cortisol qui, du coup, vous enferme dans ce mécanisme. Et tant que vous n'en serez pas sorti, quand vous ne serez pas sevré, en fait, votre cerveau ne pourra pas comprendre. Parce que moi, je sais des choses que vous ne savez pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une position un peu de sorte de colon blanc des Lumières qui va venir te sauver un peu de ton ensauvagement
en venant t'apporter des connaissances que tu ne peux pas avoir parce que ton cerveau n'est pas assez développé, parce que ton cerveau est un cerveau de noir. Et donc, du coup, on va venir te sauver, pas forcément en se basant sur des théories de phrénologie ou de biologie d'un autre siècle, mais au moins avec un peu cette logique qui reste, qui a transcendé 2020, enfin, voilà, les années 2020, quoi. Ouais. En venant nous expliquer, en tant que personnes blanches, de quoi ont besoin à la fois les personnes noires, à la fois les personnes trans, à la fois les personnes qui vendent leur corps, ce qui est complètement insupportable. Voilà. Ouais. Et puis alors après, ça c'est dans pas spécifiquement dans le milieu kinky, mais c'est vrai que pour les vieilles féministes blanches, des fois c'est difficile de leur faire comprendre certaines choses. Genre putain, mais la lutte que c'est chaque année pour le 8 mars d'essayer de faire comprendre, parce qu'en plus moi je suis dans une chorale queer féministe et tout, et d'essayer de leur faire comprendre que l'hymne des femmes est problématique. Genre ça c'est pas facile, hein. Alors ça tu peux leur expliquer, mais le problème c'est là ils vont dire oui mais tu vois mais c'est historique, maintenant c'est voilà c'est devenu quelque chose qui voilà c'est tellement c'est le MLF voilà ouais mais bon quand même excuse-moi mais nous sommes le continent noir bon hein voilà, je sais pas si vous connaissez l'hymne des femmes hein, mais genre ah ouais, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Attends, 14 secondes. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Voilà. C'est-à-dire que là, t'es là, genre, attends, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que, en gros, on part du principe que les femmes sont blanches, hein, voilà, et que donc, du coup, les femmes sont oubliées et exploitées comme les noirs, qui, du coup, ne sont pas des femmes. Hein. Voilà. Le fun. Il faut sauver les femmes pour les éloigner de la condition des noirs aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Vous voulez quand même pas être comme des noirs. Enfin. C'est un truc super important. J'avais juste envie de rajouter ça, mais c'est vrai que c'est un peu de technicité, je sais pas, mais en fait, c'est un truc fondateur dans le féminisme tel qu'il est pensé aujourd'hui et tel qu'il a été construit même dans ses déclinaisons très souvent en fait. J'ai tendance à dire, et les gens pensent que c'est pour être uniquement pour choquer que je dis ça, alors que pas du tout. J'ai tendance à je n'accole plus le terme féministe moi dans ma description quand je parle de mes luttes en fait. Je parle de queer et décolonial en fait, et c'est pas complètement pour rien, parce qu'en fait il se trouve que le féminisme a une historicité, a une histoire. J'ai rien contre le féminisme en tant que l'idée, la belle idée qu'il y a derrière, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de révision et de réflexion interne à l'histoire du féminisme, enfin, on a eu des personnes qui ont concrètement lutté contre le droit des Noirs, hein, aux États-Unis, par exemple. Enfin, on n'est pas sur un truc uniquement de l'ordre de l'oubli. On a eu des féministes qui ont participé, qui ont été à la pointe du dévoilement des femmes en Algérie. Enfin, moi, je peux pas. Du coup, je ne peux pas mettre ce mot-là à côté de mon identité. Ce qui ne veut pas dire que je ne me bats pas pour le droit des femmes. Mais par contre, il y a d'autres... et ça empêche en plus de penser, ce dont on parlait un peu dans le chat, à toute la question de la colonialité du genre et à la construction de ce que sont l'idée de femmes, hommes, etc. Voilà. Donc en fait, c'est super important en fait ce que vous mettez sur la table, parce qu'en fait, il y a effectivement... aujourd'hui, à mon sens, il y a un certain nombre de lignes de fracture qui sont pas souvent assumées, c'est-à-dire que queer et féministe, souvent, ça va pas ensemble, en fait. Dans l'histoire, dans les textes, il y a un moment, ça clash. Mais bon, là, c'est... Et alors, noir avec tout ça, et là...
et d'ailleurs chez les TERF, et en gros les transphobes quoi, il y a souvent, une intersection avec le racisme, hein. Parce que déjà de toute façon, la femme noire est censée, voilà, n'est pas, suffisamment féminine de toute façon, voilà. Donc déjà elle est déjà, même quand elle est cis, elle est suspectée d'être trans. Voilà, parce que ça c'est un classique. Voilà, alors, pour les femmes racisées de manière générale, puisqu'on a bien vu pour, Iman El Khelif, aux Jeux olympiques, hein, mais bon, les femmes noires, bah, alors ça, Serena Williams, Michelle Obama, des transvestigateurs, qui débarquent et qui effectivement vous tout de suite voit une femme un peu avec la mâchoire un peu carrée, un peu les épaules carrées, tout ça, c'est bon, c'est un homme évidemment. Hein, voilà. Et puis comme de toute façon en plus en tant que personne noire, on est renvoyé à une certaine animalité, à une certaine bestialité, à une certaine sauvagerie. Bah, la femme noire, même considérée comme si, c'est déjà considéré comme étant un peu bestial. Alors bon, si en plus on la soupçonne d'être trans, alors là, mon Dieu, c'est encore pire. Là, c'est vraiment c'est les mandingues qui viennent qui viennent violer nos femmes déguisées en femmes, quoi. C'est vraiment le summum de l'horreur, quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes noires, les femmes trans noires et notamment TDS sont particulièrement victimes de féminicides transphobes et tout ça, quoi. Euh, et voilà, et on retrouve cette jonction avec le racisme, bah, toujours, par exemple, chez J.K. Rowling, chez tous ces personnes-là qui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi pour revenir au milieu sexpo kinky, moi j'ai l'impression qu'il y a une sous-représentation des personnes racisées, notamment des personnes noires. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi des difficultés qu'on rencontre pour faire valoir, par exemple, des voix d'antiracisme, ce genre de choses, quoi. Ou est-ce que c'est pas un cercle vicieux, genre moins il y a de personnes racisées, moins on s'intéresse à la question de l'antiracisme, moins on s'intéresse à la question de l'antiracisme, moins les personnes racisées se sentent légitimes ou safe de venir dans les espaces. Je pense que ouais, c'est un cercle vicieux et pourtant ça devrait fonctionner dans le sens inverse. Moi, j'ai vu et perçu qu'en fait, des personnes racisées, il y a moins de personnes racisées aux événements parce que les rares qui viennent se trouvent dans des espaces qui sont majoritairement blancs, donc ont du mal à trouver leur place, alors qu'ils viennent dans un espace qui sont censés être un espace de liberté, en mode j'explore ma sexualité, ici on a conscience des systèmes oppressifs et donc ils sont censés se sentir bien et arriver sur place, ben, ils voient qu'ils sont dans un espace majoritairement, et même quand ils commencent à croire un peu que ça peut le faire, ben, en fait, on va retrouver tout plein de petits micro-agressions racistes. Je comprends qu'elles existent, par contre, le fait que personne ne les visibilise autour, disent, ben, en fait, là, il y a un problème à cet endroit, leur fait comprendre qu'en fait, ben, oui, on va faire attention aux autres oppressions, mais pas à la vôtre. Et donc, du coup, les rares qui viennent ne restent pas, ce qui fait que les autres, quand ils viennent, ben, ils voient qu'il n'y en a pas, et donc ils repartent derrière. Et je pense que le cercle se fait comme ça, alors que, et je parle de moi en tant qu'organisateur, mais généralement également les organisateurs qui sont autour de moi et de nous, il y a une nécessité à, si on veut voir plus de personnes racisées dans nos espaces, faire en sorte que les personnes racisées se sentent accueillies. Et c'est pas juste en le disant, c'est en mettant en place des process, des mécaniques, de la visibilisation des oppressions et avoir une dimension, comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment intersectionnelle sur notre manière de vivre les événements. Et donc, moi, je pense que ça passe par deux choses. À la fois, la première, c'est de dire que dans nos événements, oui, on est antiracisme, et donc ça veut dire que on va mettre des choses en place, on va faire une éducation sur ce qui va pas. Et quand il y a des micro-agressions, ben, en fait, avoir des personnes qui sont formées à ces sujets-là pour pouvoir les visibiliser auprès des PAX, des participants et participantes des événements, pour que les personnes racisées, quand elles viennent à ces événements, elles se disent, ah, en fait, ok, les gens ont conscience de ça, mais que aussi les participants et participantes s'éduquent elles-mêmes à travers ce que proposent les organisateurs des événements pour que eux puissent les répondre après dans d'autres événements. Et la deuxième dimension, c'est aussi et moi je pense que c'est bien, et c'était une discussion qui avait un petit peu plus haut, avoir de l'énergie pour créer des espaces en non-mixité pour personnes racisées,
Parce que je pense qu'en prenant confiance entre nous, déjà d'avoir notre espace d'exploration des sexualités sans agression comme on peut le vivre ailleurs, ça nous faire du bien en fait et nous mettre en confiance sur le fait que nous aussi on a droit à ça et qu'on peut le faire. Puis après, c'est aussi d'avoir des personnes formées, peut-être des personnes qui sont qui ont plus d'énergie pour dire aux gens, en fait, là, non, c'est pas OK, et en fait, faut que tu sois capable d'écouter. Mais quand une personne noire dit ça, faut qu'aussi elle soit soutenue par les organisateurs et par les autres personnes blanches de l'événement. Sinon, on tourne. Donc, je pense qu'il y a ces deux leviers-là à activer. La première, que les organisateurs se forment et incluent ça dans dans leurs événements. Et le deuxième point, avoir l'énergie de créer des espaces en non-mixité pour personnes racisées. Et quand je dis avoir l'énergie, je regarde Albé et merci d'avoir essayé. Et je pense qu'Albé, je crois que depuis qu'on se connaît, il y a 3 fois où il y a eu des tentatives de relance de sujets comme ça. J'ai discuté aussi avec des collègues récemment. Organiser des événements, c'est beaucoup d'énergie. Euh, et enfin, ça demande du temps et de l'énergie. C'est pas tout le monde qui l'a. Et on parle, comme on le dit habituellement, que quand c'est des Et de personnes qui l'argent sont également. et de C'est l'argent une aussi. denrée dont on a besoin C'est aussi une et denrée. de priver en tant que personne queer et personne noire, enfin, personne racisée. Voilà, il y a ça aussi, je pense. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, le fait que c'est plus difficile pour. On est une minorité, enfin, il y a plus d'oppression, quoi. Donc, encore plus difficile. Et donc, ouais, ce serait super d'avoir le soutien d'organisateurs blancs qui donnent de leur temps et de leur énergie pour intégrer cette dimension de l'intersectionnalité dans leur lutte, qu'ils disent féministe et qui est censée être globale, du coup, finalement. Euh, Moi, j'aimerais bien. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'événements sexpo blancs sur Paris et même en France pour dire est-ce que les gens qui ont de l'expérience ne donneraient pas un peu de leur énergie pour faire autre chose. Théoriquement, moi aussi, je pourrais le faire et j'essaye. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal, en fait, à donner du temps et de l'énergie pour développer ça. Et j'estime que je suis pas censé le faire seul, quoi. Voilà. Ce qui rebondit un peu sur le rapport, enfin, la proposition d'Alec ou le commentaire d'Alec, développer des espaces entre personnes racisées est une possibilité aussi intéressante, je pense. Oui, mais ça demande de l'énergie, de l'argent, du temps, des moyens euh, qui sont pas forcément accessibles par tous, quoi. Par et pour tous. Plus qu'une possibilité, je dirais même que c'est une nécessité. Mais vient tous les sujets, toute la difficulté que tu viens de citer, ouais. Mmh. Et ça revient aussi sur la notion de partenariat que proposait Albéric, plutôt que d'allier, donc de venir solliciter des aides de personnes qui ont ces moyens ou ces connaissances, ou qu'importe. Alors on arrive au terme du temps qu'on s'était imparti, on a même déjà un petit peu dépassé. Je vois qu'il y a plein de messages et tout qui s'ajoutent. Du coup, moi, j'ai envie d'invoquer le chaos bisexuel pour prolonger cette réunion un petit peu, mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, déjà, à la table ronde. Donc, Alberi, virgule, et Will, et aussi ce qu'en pensent les personnes dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'essayer de prolonger, par exemple, jusqu'à 21h en se disant qu'à 21h, c'est terminé, quoi. Est-ce que ça vous paraît Ouais, pas choix? de souci, ouais. Moi, j'ai envie de rester, moi. Enfin, j'ai pas envie de partir, putain. Ouais, pas L'ordre, de c'est souci. de droite. Comment, Alberic, tu dis quoi? L'ordre, c'est de droite. Ouais, c'est Voilà, ça. exactement. Ok. Je vois des oui dans les commentaires, donc voilà. Alors attendez, je regarde un petit peu les petites questions qui se sont rajoutées. Oui, c'est moi, Question- Vivi. Une question que je voulais répondre. Ouais, je t'en prie. Ok. Bien En sûr, bien fait, sûr. c'était pour développer très rapidement, je vais essayer de ne pas être trop long sur la distinction concernant les types d'oppression, les oppressions. Et notamment, c'est vrai qu'on a le racisme est souvent l'oppression qu'on prend comme template, c'est-à-dire le truc de ah oui, mais si je faisais ça, ce serait du racisme. Ah, si, enfin, il y a vraiment ce truc qu'on prend tout le temps, avec cette logique de se dire en plus que les oppressions, les mécaniques qu'il y a derrière sont les mêmes. Et en fait, non. Clairement, les mécaniques entre les différentes impressions ne sont pas les mêmes. Il y a des similarités dans les effets, mais pas forcément dans les mécaniques. Et un point distinctif,
je pense, qui est, je pense, particulièrement frappant, c'est pas du point de vue individuel, quoi. Aujourd'hui, on peut le penser au niveau individuel, mais au-delà de l'individu, on ne peut pas échapper à son statut racial. C'est-à-dire que, en tant que personne noire, je sais que mes enfants seront des personnes noires, quoi qu'il arrive. On ne peut pas échapper à son statut racial. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose de se dire que mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, et ainsi de suite, subiront, quoi qu'il arrive, une oppression structurelle, que d'être dans une logique où je ne sais pas, je n'ai pas cette projection, en fait, qui s'inscrit forcément dans l'histoire. C'est-à-dire que mes enfants peuvent être assignés filles, assignés garçons à la naissance. Nos enfants, si on en a, ou si on en fait, ou si, voilà, seront dans tous les cas noirs. Point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réflexion. Et ça, ça change beaucoup de choses, en fait. D'ailleurs, c'est un truc qui permet aussi de démonter assez vite les arguments des personnes qui disent « Oui, mais alors, s'il y a des personnes transgenres, on peut être transracial. » Non. Parce que ce ne sont pas les mêmes mécaniques. Exactement, notamment cette distinction que je viens de faire. Je sais que toutes les personnes avant moi, dans ma lignée, ont vécu des choses extraordinairement violentes, et que toutes les personnes après moi, dans ma lignée, sauf à y travailler de manière très, très, très volontaire, c'est-à-dire à ne me reproduire qu'avec des personnes blanches, et à faire en sorte que mes enfants ne se reproduisent qu'avec des personnes blanches, et ceci sur 128 générations, que peut-être, et c'est pas gagné, mais peut-être, au bout de la 129e génération, sortira une personne qui aura échappé à sa condition de personne noire, en fait. C'est fondamental. Et en fait, ça a été... ce que je disais, c'est que dans les années 70, il y a effectivement le fondement du féminisme moderne, et c'est pas leur faute, hein, directement, les pauvres, parce que ça a été beaucoup, en fait, penser le racisme pour penser le féminisme, en fait. C'est vraiment... Ça a été un moteur fort, et c'était bien, c'était une bonne chose. Le problème, c'est qu'on a beaucoup lu un peu vite et en transverse ce que ces chercheuses ont écrit, qui était très très bien, encore une fois, donc j'ai pas de taper sur elles. Malheureusement, il y a des personnes qui ont un peu oublié le fait que c'était juste une analogie, et on se retrouve avec le chant du MLF, en fait. Et à l'époque, hein, il y avait des panneaux, hein, où c'était écrit les femmes sont les esclaves des temps modernes, je ne sais plus quoi, enfin un truc, une personne blanche pouvait écrire ça, quoi. Bref. Voilà, je voulais juste appuyer sur ce point parce que c'est vraiment un truc assez central, et qu'on se retrouve souvent bloqué par rapport à ça, parce qu'on a du mal à répondre à des personnes qui vont essayer de tout niveler et de tout mettre à peu près. Oui, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'on se bat pas contre le sexisme, mais c'est pas la même chose, en fait. C'est pas les mêmes mécaniques. Très bien, tout à fait. J'ai envie de vous lire, je suis désolée pour les participants à l'écrit, je ne peux pas lire toutes vos questions et tout, mais j'ai envie de lire le commentaire de Perline que je trouve très intéressant, très édifiant. La question de la représentation est super importante et je l'observe au quotidien dans le milieu queer. Je vis à Lille. L'antiracisme est très peu présent dans la ville et le milieu queer est très blanc. Donc en tant que personne queer racisée, je me sens à ma place nulle part. Je suis toujours à la marge de la marge en quelque sorte. Et en plus, en tant que personne non-binaire et bisexuelle, je ressens beaucoup de violence au sein même de la communauté, biphobie, racisme, etc. Ce qui complique mon rapport à la communauté queer de ma ville. Donc moi, la biphobie, c'est un truc sur lequel je reviens pas mal dans mon propre
militantisme, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les oppressions se cumulent et il y a un truc assez hyper violent dans le fait de se sentir exclu du milieu queer qui est censé justement venir réunir un peu les personnes qui sont à la marge et leur faire enfin une place. Et donc se retrouver à la marge de ce truc-là, je trouve ça vraiment très dur à encaisser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Albéric dit Berlin, tout pareil, plein de paillettes sur toi. Tout à fait, plein de paillettes, Berlin. Ouais. Courage. Et en effet, je suis content que tu aies lu ce commentaire parce que je l'ai lu tout à l'heure et en fait, c'est exactement aussi des choses que je ressens aussi notamment dans le milieu sexpo kinky qui est à la fois qui est censé être qui est censé être très militant, qui l'est un petit peu et à mon sens vraiment pas du tout assez et aussi de l'autre côté censé être vraiment accueillant pour les minorités que je représente et je vois que la majorité des oppressions que je porte sont niées, enfin sont niées ou ignorées et j'avoue que c'est très pesant émotionnellement, c'est très, très pesant. Moi, j'ai fait le choix d'organiser des espaces et donc du coup d'essayer de porter une vision parce que j'ai l'énergie de le faire et parce que je crois que je sais pas faire aussi les choses, autrement. Mais ouais, ouais, mais affiché parce qu'en fait, c'est très bien ce que tu dis parce qu'on va nier jusqu'au moment où ça peut être, une arme contre moi, en fait. Jusqu'au moment où on dit: «Non mais tu vois, il est violent, en fait. Il est sauvage». Non mais attends, je t'ai juste dit, ce qui n'allait pas. Ouais, mais là tu m'agresses, tu belliqueux, tu agressif, ouais, tu sauvage et ce truc-là est revenu à plusieurs moments et je dis: «Mais OK, mais en fait, je peux entendre que tu te sentes mal. Est-ce que tu as conscience de la violence de dire à une personne noire qui te montre juste un truc factuellement qui va pas, de les ramener, à une violence qui, dans les termes, quand on te demande de dire ce qui a été dans l'écrit, a été violent, tu es capable de le dire et donc c'est triste et décourageant. J'ai envie de dire: «Ne vous découragez pas». Non, découragez-vous si vous avez envie, en fait. C'est pas à vous de tenir le truc, pour les autres, en fait. Genre, on va tenir, on tient quand on tient et quand on tient pas, on tient pas et heu et tout à l'heure, ouais, tout à l'heure, Virgule parlait, en fait, du côté de bien parler et tout, moi, je me souviens que j'ai été aussi beaucoup éduqué dans le côté de: «Ah oui, mais toi, tu es un bon noir, tu es pas comme les autres» et c'est vrai que même quand j'étais tout petit, je voyais pas, ce que ça voulait dire et ce que ça voulait dire exactement. Oui, c'est pour ça, à l'inverse de Virgule, tu disais, toi, que c'était beaucoup à l'écrit, moi, c'était beaucoup à l'éloquence, en fait, donc du coup, appris à bien s'exprimer, ouais, les 2. Après à bien Mmh. s'exprimer, de toute façon, il faut qu'on s'exprime bien parce que si on s'exprime pas parfaitement, ah ouais, mais c'est parce que c'est un étranger, enfin, c'est un noir et compagnie, quoi. Et ça, c'est pas censé exister dans nos milieux. Et pourtant, c'est présent. Et pourtant, c'est présent et c'est plutôt douloureux. Je le dis un peu avec un truc là dans la gorge, mais j'ai envie, j'ai la croyance que ça va évoluer. On essaye de faire les choses à notre échelle, même si c'est pas notre devoir de le faire. Euh, euh, et j'ai pas encore de solution malheureusement. Je voulais arriver avec un petit message d'espoir derrière, mais je vais attendre. Je vais réfléchir, je vais le trouver plus tard. Yeah. Et effectivement, ce que tu disais, c'était très pertinent sur le fait que dès que tu oses te plaindre, ou enfin, c'est même pas se plaindre, genre juste faire remarquer des faits à des personnes qui elles-mêmes se pensent déconstruites et voilà et ouvertes, etc. C'est comme si tu leur avais dit non mais c'est bon, t'es une mauvaise féministe ou t'es une mauvaise militante aussi ou enfin ou militante, etc. Et genre non, c'est bon, genre, ça arrive d'avoir des angles morts. Même moi, j'ai été éduqué par des blancs. Genre moi, il a fallu que les luttes antiracistes, etc. Il faut que je les apprenne
autant que quasiment que voilà qu'une personne qui serait blanche, quoi. Genre vraiment, et la conscience de race, et la conscience et tout ça, et l'histoire et tout ça, il a fallu que je l'apprenne. C'est pas tombé comme ça. Hein. Et les biais racistes, je les ai, j'ai grandi avec, voilà quoi. Ma grand-mère maternelle, pas du tout paix à son âme. Elle, non, elle était turbo raciste. C'est juste que ces petits enfants noirs, elle les considérait pas comme noirs, mais du coup, elle disait des trucs turbo racistes devant nous, et genre, on était là. Bon, qu'on est là. Genre, enfin bon. Et du coup, ouais, et ben, par exemple, tu vois, en tant que personne trans, toi, tu parlais du coup du fait d'être ramené à une certaine sauvagerie, animalité, etc. Bah justement, là, ça va être la même chose, mais avec en plus le côté masculin du coup, en disant ah, bah voilà, c'est non seulement c'est voilà, c'est quasiment, on va quasiment dire c'est un noir, tu vois. C'est genre c'est même déjà t'es plus une femme. Et voilà, t'es juste un sauvage noir. Voilà, ça revient quoi. Genre, chasser le naturel, hein, voilà, voilà. Et parce que bah voilà, t'es une femme noire qui s'énerve. Déjà de toute façon, on connaît bien le concept de la Angry Black Woman déjà dans les films et les séries, tout ça. Voilà, et en tant que femme trans encore plus. Alors là, c'est voilà, c'est bien la preuve que je suis pas vraiment une femme, tu vois. Et surtout quand, et là, j'ai envie de dire, mais vous connaissez pas ma petite sœur, hein. Ma petite sœur, elle est 6, et j'ai autant de dire qu'elle gueule plus fort que moi. Hein. Genre, enfin, bi aussi, hein, évidemment, parce que hein, quand même, on se respecte dans la famille. Euh, et voilà, et puis aussi, je pensais à un autre truc. Ah oui, dans le milieu, alors du coup TDS, bah, par exemple sur Montpellier, on a une conversation WhatsApp avec pas mal de TDS, voilà, où on se donne des tuyaux, on se partage éventuellement des numéros ou des trucs pour savoir si c'est safe, machin, est-ce qu'on a déjà eu ce client, machin, tout ça. Éventuellement se dire tiens, je serai à tel endroit à telle heure, est-ce que quelqu'un peut checker sur moi, tout. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est super communauté et tout. Et c'est juste qu'une fois il y avait eu une collègue du coup qui expliquait dans le plus grand des calmes que elle sélectionnait ses clients sur des critères raciaux, en mode genre ah bah non mais moi les noirs et les arabes je les prends pas. Hein. Genre comment ça Maros? Pardon? Ah non mais c'est pas raciste, hein, c'est juste une constatation par rapport à mes expériences passées. Les fameuses constatations. Ouais, Les fameuses constatations qui nous disent bah ouais, mais en même temps, c'est d'accord. toujours les mêmes. Surtout que tu as envie de dire souvent ce qui se passe en fait, c'est genre t'as eu genre 3 expériences qui se sont mal passées avec des personnes noires, et en fait et comme voilà, voilà, et puis je sais pas combien avec des mecs cis blancs classicaux. Mais proportionnellement, effectivement, c'est vrai que peut-être que ça fait plus, je sais pas, j'en sais rien. Mais du coup, ça donne l'impression que c'est voilà, c'est tout, parce que du coup, forcément, tous les blancs, bah, ils ont plein d'autres caractéristiques que le fait d'être blanc. Donc du coup, dans sa tête, elle a pas pensé blanc. Tandis que là, les leurs, ah bah oui, la caractéristique spécifique de ce qui a fait que ça s'est mal passé, c'est parce qu'ils étaient noirs ou arabes, ou voilà quoi. Et genre, bon, on l'a jarté. Hein. Non, on l'a dégagé, hein, parce que bon, c'est pas possible non plus. Quoi. Parce que j'étais là, genre, tu te rends compte que littéralement, moi, en tant que TDS, au contraire, il y a des clients qui veulent pas parce que je suis noir, tu vois. C'est genre, donc, c'est pas pour que nous on fasse la même chose, tu vois. Ah bon. C'est terrible. En plus, là, je trouve qu'il y a un truc plus compliqué parce que ça va toucher sur quelque chose de sensible qui est la peur, quoi. Enfin, il y a un truc, quand c'est du, on va dire, quand c'est du racisme, je sais pas, rationnel, je sais pas si on peut dire ça, mais quelque chose de, oui, bah, ils sont pas comme nous, machin, on se blablabla. Mais quand c'est la peur de se faire agresser, je trouve que c'est plus difficile de répondre à ça, de venir dire, de répondre à ce racisme-là spécifiquement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Patate. Ouais. Non, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec toi. J'y ai beaucoup réfléchi, puis aujourd'hui j'ai décidé d'être radical. Fuck it. C'est-à-dire que
Il y a toujours une bonne raison pour avoir peur des autres, et bizarrement, c'est toujours envers les mêmes. Donc, on va avoir peur des Noirs, des Arabes, des personnes trans, de ceci, de cela, etc. Mais euh, c'est un peu comme les préférences, c'est-à-dire que on peut avoir des préférences, on peut avoir des peurs, mais on ferme sa gueule en fait. Juste, on les garde pour soi et on travaille à les déconstruire. Parce que c'est comme les gens qui vont effectivement te dire oui, mais moi je préfère les personnes blanches et c'est une question de goût. Ben, en fait, ferme ta gueule, ne le dis pas. Et réfléchis-y. C'est-à-dire que je ne vais pas te forcer à sortir avec une personne noire, mais en fait, j'ai pas besoin de savoir ça. Oui, mais moi je préfère les personnes sans pénis, hein. Ben en fait, ferme ta gueule. J'ai pas besoin de savoir ça. C'est-à-dire les préférences, comme les peurs, ou les préférences, qu'elles soient fondées sur des peurs ou des projections, en fait, euh, c'est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que là, on parle de race, mais il y a plein d'autres sujets là qui viennent découler de ça. Et les gens sont un peu trop à l'aise, en fait, pour afficher aux yeux du monde leurs préférences. Mais beaucoup trop. Moi, j'aime les personnes minces. Moi, j'aime les personnes avec des gros seins. Moi, j'aime les. Non, enfin, je dis pas que je fais jamais ça. Attention, hein, je suis pas en train de me dire que moi, je suis la personne. Mais juste à un moment, c'est aussi chouette de rappeler que, en fait, les préférences, il n'y a rien de naturel et de normal et encore moins à les afficher, en fait. On force pas les gens à coucher avec qui ils ne veulent pas, mais ils peuvent aussi la fermer, en fait. Ils peuvent juste garder ça pour eux, aller lire des bouquins, se confronter à des gens qu'ils ne connaissent pas. Et peut-être un jour, ça change. D'ailleurs, les gens changent. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, je trouvais que les gens qui portaient des collants, c'était bizarre, hein, parce que je ne connaissais pas ça. Hein. Ben voilà, aujourd'hui, je suis habitué. Donc, en fait, sauf que j'allais pas faire chier tout le monde dans la rue. Oh, tu portes des collants, c'est bizarre. Non, c'est... Voilà, bon bref. Donc, je suis un peu radical sur le sujet maintenant. J'avais Non, envie mais de grossir un peu ce trait-là parce qu'on a un peu ce truc qui revient avec les tear white women, là. Enfin, les pleurs des femmes blanches qui vont toujours tout ramener à la peur. Et c'est aussi ce qu'on revoit un peu dans les classes politiques, etc., enfin, dans les médias et tout ça. Ce rapport à la peur perpétuelle comme excuse au racisme. Je sais pas pourquoi tu ris, oui, j'ai pas l'info là. Pardon, on a un sujet actuel avec la peur avec la peur de White Tears avec Albé, mais globalement, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué précédemment, en fait. Et, pardon, je t'ai coupé, je sais pas exactement où est-ce que tu voulais aller, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui arrive et pour moi, que j'ai déjà perçu, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes racistes dans l'espace. Euh, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qu'on a dit juste avant. Awen a soulevé le sujet précédemment, mais en fait, ce truc de si on n'arrive pas à dire, euh, si on n'arrive pas à dire, ok, on a merdé à tel endroit et donc du coup derrière, oui, oui, t'as merdé, mais tu vas pas être exclu définitivement. Les gens peuvent pas admettre qu'eux-mêmes ils ont eu une erreur. Et donc à ce moment-là, il faut absolument qu'ils retournent le truc et qu'ils envoient une attaque ailleurs pour pas que ce soit eux qui tombent définitivement quoi. Je vais bien te laisser finir ce que tu disais, pardon, lui. Non, mais c'était tout à fait ça. C'était vraiment le truc de il faut arrêter de voir, enfin, de trouver des excuses au racisme et juste assumer que c'est du racisme et que c'est pas tolérable. Tout comme spécifier, vouloir absolument afficher qu'on ne veut pas sortir avec des personnes grosses, bah, c'est de la grossophobie et c'est pas tolérable. Et voilà, à un moment, faut se poser les bonnes questions. Quoi. Mais il est 21h. Will qui n'en revient pas. Mais oui, il est 21h, donc là, je pense qu'on va s'arrêter, malheureusement. Et du coup, je vois Maram qui dit ce serait tellement intéressant de pouvoir organiser une table ronde avec d'autres collectifs ou orgas. Je suis hyper volontaire sur la question de la parentalité ou choix de non-marentalité, parentalité, ou les formes que peut prendre le soin, la transmission dans nos récits bi, pan, trans, non-binaires, lesbiens, à bon entendeur. Je note. Je note. Je pense qu'on aura effectivement l'occasion de venir, en tout cas faire des tables rondes sur d'autres sujets parce que c'est hyper important. Du coup, on va clore là-dessus. Peut-être un dernier tour de parole. Je vois Albé qui lève la main, donc je vais te donner la parole et après peut-être faire un cercle de clôture, quoi, si c'est OK pour vous. Vas-y, patate. Ouais, c'était juste pour indiquer que pour les personnes qui voudraient faire un after, je peux
je peux héberger. Je peux héberger pour descendre en douceur et tout ça. Voilà. Du coup, je mets le lien dans le chat. Voilà. Trop bien. Alors, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Albé, Will et virgule? Ou pas d'ailleurs? Beaucoup de mots de la fin. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas parlé. Enfin bon. Il y avait. Ah oui, bon, oui. Oui, quand tu. Enfin, c'était Albé qui. Oui, c'est ça, c'était Albé, je crois, qui parlait, oui, des pénis et tout ça, là. Bref. Oui, du coup, des préférences et tout ça, machin. Oui, que justement, pareil, dans les manifestations féministes, etc., que des fois, il faut se calmer un peu, hein, doser sur l'essentialisation des parties génitales, notamment quand ça part sur des envies de mutilation de pénis, ou genre, quand t'es une meuf trans dans le cortège, t'es là, genre. Ok, alors, à terme, oui, je compte bien faire snip le service 3 pièces, mais ce sera sous mes propres termes, hein, voilà. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Et deuxième chose, un truc dont je vais pas parler, mais que ce serait vraiment intéressant de parler, parce que c'est le fait que, en tant que personne adoptée et donc par des blancs, il y a toute la problématique de des fois là, le sentiment d'inadéquation et d'illégitimité dans les cercles noirs, etc. Parce que j'ai pas eu la transmission, notamment, tiens, truc tout con, c'est que quand j'ai fait mon coming out trans, je suis arrivé, alors j'ai été éduqué par des blancs et comme un garçon. Alors, le soin de ça, voilà. C'est pour ça que je les garde court pour l'instant. Et sinon, je sais pas, normalement, la semaine prochaine, je suis au Festiput à Toulouse. Voilà. Ok, allez retrouver virgule au Festiput à Toulouse. Virgule, tu as aussi un Insta. Est-ce qu'on Ah partage? oui, oui, bien sûr. Je peux le mettre. Hein, virgule de guillemets. Je te laisse ouais, l'écrire dans le chat si tu veux. Parce qu'il faut y que a je dirais Loulou sur qui mes demande, vous écrivez ouais. des trucs quelque part des fois. Moi, perso, non. Alors, moi, je fais du gros shitpost, généralement. En attendant, Will, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as retrouvé la note d'espoir que tu voulais apporter à Perline? Non, je vais faire ça en impro comme d'hab, puisque pour répondre à la question de Loulou, non, j'écris pas. Je sais pas écrire. Par contre, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, et donc du coup, je crois que mon militantisme il passe par le fait de créer des espaces d'exploration de sexualité. Et donc, je vous partagerai les liens de la Wiki-Way. Et et dans tout ce que je crée, en fait, il y a aussi une façon de faire qui est un peu différente, et je suis un peu, non, je suis pas un peu, je suis directif, et dans ce que je montre, c'est pas un collectif, c'est vraiment mon projet à moi, et je montre ma ligne et on y va comme ça. C'est parce que j'ai aussi envie d'y aller fort. Moi, je suis super content qu'on ait eu ce temps pour parler de tout ça. Et en fait, à chaque fois que je fais une table ronde, je me dis, 1h30, qu'est-ce qu'on va avoir à dire et tout ça. Il y a jamais assez de temps. On pourrait passer une après-midi entière à raconter des trucs. Mais du coup, j'ai envie de faire ça plus souvent. Peut-être que je pourrais aussi faire en sorte qu'on ait plus de tables rondes. Je suis content qu'on ait eu ce moment. Je suis content qu'on ait parlé euh, de l'aspect biche. Je vois qu'on a beaucoup parlé de l'aspect racisé, mais aussi c'est quelque chose qui est présent. C'est des espaces trop rares. Je suis très content de ça. Et donc en vrai, j'ai hâte d'une prochaine sur un thème similaire, qu'on continue à faire ça. Et moi, je vais vous poser mes liens dans la conversation, histoire que vous puissiez aller voir un peu ce qu'il existe. Voilà pour moi. Ouais. Et donc, vas-y, virgule. En fait, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé du tout, genre d'un truc quand même assez important aussi, c'est littéralement genre l'homophobie, la biphobie et la transphobie dans la communauté noire.
Ah oui. Ouais, parce que, ouais, Oh oui. ouais. C'était vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Ça, mais Ouais. Ah ouais, parce que ouais, on a voulu m'exorciser beaucoup, hein. Ouais. un Ouais. sujet pour une prochain sujet pour la prochaine table ronde. Tellement encore aujourd'hui, moi qui assume plein de trucs avec tout ce que je fais, qui est très visible avec ma tête sur les réseaux, ça reste encore difficile de dire à mes potes de primaire et de lycée que j'aime sucer des bites, quoi. Donc c'est un sujet. Et donc, Pata, toi, tu ouvres un petit blog, lepointaveugle.writis.com. Ouais, j'ai démarré il n'y a pas longtemps parce que du coup, j'en avais marre de parler et d'oublier ce que je disais. Du coup, je me suis dit que j'allais parler et l'écrire. Et utiliser, je le dis, utiliser avec, ce sera un sujet ça un jour aussi, avec assez peu de remords, hein, de regrets, l'intelligence artificielle pour me soutenir dans l'écriture. Justement pour ne pas laisser la place uniquement aux gens qui ont tout le temps et tout l'argent pour écrire. Ceci dit, donc c'est tout neuf. Et puis, c'est pour avoir participé à pas mal de tables rondes où des intersections arrivent, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas beaucoup parlé de pansexualité et de bisexualité, mais beaucoup de ce qui fait un grand lien entre nous quatre, c'est-à-dire de notre assignation raciale. Et c'était vrai quand j'ai fait des trucs sur le polyamour, et etc., etc. Je pense que ça veut dire quelque chose. Voilà. Et pour autant, c'est un sujet, justement, le fait qu'on n'en ait pas parlé de la biphobie dans les communautés noires, entre autres. Bref, il faudrait 3 heures au moins. Peut-être qu'on a flippé aussi. Je remets le lien au cas où pour les personnes. Ce sera à la cool, hein, par contre. Ce sera, voilà, pour les personnes qui veulent. Voilà. Et donc, moi, personnellement, j'écris pas non plus, mais je vous partage quand même le site internet du collectif Bipan Paris, qui est un collectif dans lequel je suis orga et dans lequel on partage, par contre, des textes, des manifestes, etc., auxquels parfois je participe un peu. Donc, c'est pas de moi, mais je pense qu'en tout cas, sur la question bi, c'est pas mal. Donc, sinon, peut-être encore des petites choses sur la question des personnes noires et racisées et métisses aussi. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Je l'ai déjà dit en commentaire, mais je le redis, franchement, merci, c'était top. J'avais un peu peur aussi qu'à des moments, on ne sache pas quoi se dire. Franchement, quelle naïveté. Voilà. Il y a des bavards En fait, il y a des bavards aussi dans cette table ronde, tu vois, genre, je pense qu'on s'est tous retenus sur notre quantité de parole aussi, quoi. Franchement, oui, je me disais, de toute façon, t'es là, donc normalement, ça va aller, on va s'en sortir. Mais j'avais oublié. Vraiment, merci beaucoup à tous. Et je pense qu'on trouvera un moyen aussi de partager peut-être des éléments de cette table ronde, soit par écrit, soit par d'autres façons. Donc, pour laisser une trace pour l'histoire. Voilà. Merci à tous dans le chat. Ciao. On se compare tout de même. Je regarde juste si Floralie est là. Mais tu peux y aller directement. Hop là.